C'est quoi cette merde encore? J'imagine les services de l'Élysée dictant aux uns et aux autres ce qu'il faut dire et comment il faut penser. On doit avoir un processus de labellisation fait par les professionnels, en disant ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. Un ministère de la vérité. C'est ça dont il rêve. Mais il sait pas que ça a déjà été fait dans un livre. Alors, c'est en scrollant sur mes 1 minute 43 secondes quotidiennes de TikTok que j'ai été mis au courant de cette idée fumeuse, le fameux label média. Non, je vous dis ça parce que le président de la République, ça ne vous a pas échappé, veut la création d'un label professionnel pour distinguer les médias d'information des plateformes commerciales. Alors, d'où vient cette idée? En gros, c'est Emmanuel Macron, président de la République française, qui déjà en 2018 évoqua l'idée de labellisation des médias, mais qui n'a pas spécialement abouti. Seulement vers 2023-2024, il y a eu ce que l'on appelle les EGI ou États généraux de l'information en France, une sorte de révision du paysage médiatique. Et en 2025, Macron annonce publiquement cette proposition. On doit distinguer les réseaux et les sites qui font de l'argent avec de la pub personnalisée et les réseaux, les sites d'information. C'est qu'on va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans. C'est pas ça une démocratie. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. C'est une matière dangereuse en fait l'information. Et donc il y a des règles déontologiques. On doit avoir un processus de labellisation fait par les professionnels. C'est des gens qui sont sérieux. Alors, sur le papier, je peux comprendre. Je peux comprendre les craintes légitimes qui ont abouti, tout du moins officiellement, à cette initiative. Principalement la désinformation que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Entre les fake news et autres contenus médiatiques dont on peut y voir une sorte de tendance à vouloir traiter certains faits, la question de confiance de la population vis-à-vis de ceux qui partagent l'information s'est érodée. Ce qui est normal. Et il faut faire quelque chose contre ça. Sauf que si la solution à la lutte contre la désinformation, c'est le contrôle plus centralisation et plus filtre de tout ce qui entre et qui sort, parce que beaucoup d'inquiétudes se reposent sur la crainte orwellienne de la situation, de la décision, en référence au roman de George Orwell, vous savez, 1984, Big Brother is watching you. Je comprends les inquiétudes, et il faut dire que Macron fait tout pour ne pas rassurer. Oui, parce qu'il a eu la brillante idée de dire qu'il s'inspirait du modèle chinois. Deuxième grande économie au monde, la Chine, elle a décidé de tout contrôler et c'est dans la main du gouvernement. Alors, inutile de dire que le modèle d'information chinois prend entièrement ses racines dans le modèle communisto-maoïste. Donc, niveau liberté et transparence d'information, faudra repasser. Et puis, je ne suis pas convaincu que pour calmer les inquiétudes d'une population face à la gestion de l'information, on se calque sur un modèle qui, dans la tête des gens, vous hurle « on contrôle tout ». Et enfin, surtout à une période où, dans un contexte géopolitique plus que tendu, où on a des USA qui manifestent leur volonté de ne plus traiter avec l'UE pour cause des intérêts économiques, qu'est-ce qu'il fait? Merci beaucoup pour vos mots, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers professeurs. Qu'est-ce que ça dit lui? Oh les USA vont possiblement nous lâcher, pas de problème. Tournons-nous vers les Chinois. Modèle sûr et certain des libertés d'expression. Les calculs sont pas bons, Manu. Ils sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bon, ça c'est plus du côté du journalisme. Mais comme une partie importante de l'idée se concentre sur les réseaux sociaux, ça va toucher le milieu de la création de contenu. S'ils n'ont pas de diplôme, les influenceurs n'ont plus le droit de parler sur les réseaux. Fini les influx qui te donnent des conseils santé ou qui t'aident à réviser le bac. Vanaf nu kunnen influencers die zich aan alle regels houden en die slagen voor een examen een certificaat behalen. Oui, un examen sur la qualité de la création de contenu. S'ils n'ont pas de diplôme, les influenceurs n'ont plus le droit de parler sur les réseaux. Fini les influx qui te donnent des conseils santé ou qui t'aident à réviser le bac. On t'explique qui est concerné, mais d'abord abonne-toi parce qu'ici on décrypte chaque jour les dessous de la com. Il y a quelques jours, la Chine a renforcé sa réglementation. Vous avez le drapeau de la Chine qui est mis là. Remplacer ce drapeau-là par un autre drapeau qui est totalement en accord. Déjà, de base, ça c'est inquiétant. Réglementation sur les réseaux, exigeant des influenceurs qu'ils possèdent de vraies qualifications académiques ou professionnelles avant de traiter certains sujets. Médecine, éducation, droit, finance, ce sont les comptes médico-scientifiques. Non mais là, le problème, c'est que ça, c'est du côté de la Chine. La Chine fait ce qu'elle veut. Mais il y a une différence flagrante entre la Chine
et l'Europe, enfin tout du moins encore maintenant, c'est une question de liberté d'expression. En Occident, on a une sorte de droit de dire ce qu'on veut. Qui sont ciblés. Les créateurs doivent prouver leur légitimité et les plateformes sociales chinoises sont chargées de vérifier avant de mettre en ligne le contenu. Mais est-ce que ça pourrait arriver en France et est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose? Car d'un côté, ces règlements... Non, je suis désolé, je suis pas d'accord parce que, bon, vous avez beaucoup de youtubeurs qui font du contenu sans avoir vraiment de... Allez, je veux pas dire de qualification parce qu'il y en a qui en ont, mais il y a beaucoup de youtubeurs qui font du contenu simplement par passion, pour partager des trucs, pour partager leurs informations ou leurs loisirs. Et il y en a d'autres qui, lorsqu'ils veulent un peu plus pousser le problème, pas le problème, mais le sujet à traiter, ils font vérifier leur information par soit des spécialistes, ils leur envoient des mails, ils leur envoient les scripts de leurs vidéos pour voir s'il n'y a aucune erreur, aucun problème de source, ce genre de choses. Et il y en a même qui constituent une équipe autour d'eux qui est chargée aussi de vérifier ce genre d'informations. Et ça, c'est tout un pan de la production de contenu que l'on oublie. Parce que nous, notre liberté, c'est aussi de pouvoir s'encadrer et essayer de trouver des équipes afin de justement vérifier ces informations. Le youtubeur en question n'est pas spécialement expert ou certifié dans un domaine, mais il demande de l'aide auprès d'autres personnes. Et ce principe le youtubeur va fournir un diplôme, on peut se poser légitimement des questions, dans le sens où, ok, on va devoir fournir un certificat. Qui va devoir fournir le certificat? Le youtubeur, d'accord. À son nom, mais si le youtubeur s'entoure de personnes qui, au contraire, ont des qualifications et ont justement la certification, le diplôme pouvant certifier que le contenu, c'est pas un contenu qui contient des fake news ou alors ce genre de choses. Eh bien, comment ça se passe? Est-ce que le youtubeur en question a un problème parce que le certificat ne sera pas à son nom ou alors à l'identité du compte qui a été créé? Est-ce qu'on aura l'opportunité de joindre plusieurs certificats? Et dans ce cas-ci, quand tu envoies un mail à une autre personne qui est complètement étrangère à toi, mais dont tu demandes des services, est-ce que cette personne doit aussi t'envoyer son certificat ou alors est-ce que simplement la mention de la personne suffit? Et dans ce cas-ci, comment est-ce qu'on vérifie si la personne est bien... C'est des questions, voilà, ça peut être de la bureaucratie ou de la surcharge administrative, mais voilà, la liberté d'entreprendre, ce qui s'accompagne par justement le fait de se débrouiller tout seul, c'est justement ce genre de réglementation qui vont mettre des entraves à ce genre de choses. Les réglementations peuvent lutter contre la désinformation et responsabiliser les plateformes dans un contexte actuel où beaucoup de jeunes s'informent exclusivement sur les réseaux auprès de ces créateurs. Mais quid de la liberté d'expression? On est sur une corde très fine. Filtrer ainsi la parole pourrait limiter la portée de certains sujets. Et comment définir la frontière entre pédagogie, conseil, avis, partage d'expérience? Alors pour l'instant en Europe, on reste axé sur le développement de la modération et de la transparence des sources plutôt que sur un permis de parler des créateurs. Oui, voilà, je veux dire, le problème vient de la désinformation des jeunes. Apprenez vos jeunes à savoir s'informer correctement. Là, je pose un coup de gueule, mais je sais pas, ça me semble pas compliqué d'essayer de faire un travail de source. Et puis, je pense que je peux m'arrêter là parce que là... Bon, ensuite, ça va poser un certain problème au niveau de la législation parce que, ok, tu te dis que tu vas essayer d'encadrer un peu plus les contenus qui vont produire tel type de contenu plus informatif ou ce genre de choses. Dans le domaine de l'éducation. D'accord, tu vas mettre un certificat. Fondamentalement parlant, ça va rien changer. Je veux dire, si tu as envie de communiquer quelque chose, tant qu'il y a le principe de catégorie d'information, tu vas juste switcher de catégorie. Tout va aller en divertissement. Et puis quoi? Et quoi alors? On enlève la catégorie de divertissement? Ah oui, et d'ailleurs, chose que je viens d'apprendre, c'est qu'apparemment en Belgique, enfin c'est plus du côté flamand que j'en ai parlé, c'est qu'une initiative a été prise visant la création d'un Kwaliteitslabel ou label de qualité. En gros, il s'agit d'un label certifiant la qualité de l'environnement publicitaire et numérique. Et donc pour ça, vous devrez passer un test et vous devrez obtenir 70% à ce test et ensuite payer 49 € à l'année. Top! Een kwaliteitslabel, zeg maar. De overheid wil zo de cowboys eruit halen. Want zo zijn er nogal wat in dat wereldje. De cowboys! De cowboys hebben het dan over mensen die een beetje influencertjes spelen en die zich niet houden aan de regels van de reclamewaakhond. Alors lui, c'est Acid.
youtubeur belge flamand, qui a réagi justement à ce kwaliteitslabel et qui démontre justement toutes les absurdités de cette mesure. Bon, dans son cas, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a un casier judiciaire pour infraction électronique, enfin bref. Mais depuis, il n'est plus légitime à faire des apparitions médiatiques pour représenter le monde des réseaux sociaux. Donc, au final, j'ai un peu demandé à ChatGPT ce que voulait signifier cette introduction du kwaliteitslabel. Alors, le 7 octobre 2025, le Conseil de la publicité, avec la Influencer Marketing Alliance, IMA, et d'autres acteurs du secteur, a lancé un certificat d'influenceur. En néerlandais, kwaliteitslabel voor influencers, ou Influencer Certificate. Ce certificat atteste qu'un influenceur connaît et respecte les règles belges en matière de publicité, transparence et bonnes pratiques sur les réseaux. Pour l'obtenir, l'influenceur suit une formation en ligne, module sur la législation, la publicité transparente, la responsabilité sociale, etc., puis passe un examen, score minimal 70%. Heureusement, le processus est ouvert à tous les influenceurs du pays, grands ou petits. C'est faux parce que Acid ne peut pas. Une fois certifié, l'influenceur s'engage à ce que cette publication sponsorisée soit clairement identifiée, conforme aux lois, transparente pour les consommateurs. Le certificat est aussi accompagné d'un suivi, monitoring, par la jury pour les pratiques éthiques en matière de publicité. En cas de manquement, des avertissements ou retraits possibles du label. Et c'est déjà le cas, je veux dire, en tout cas sur YouTube, quand tu as un contenu qui est sponsorisé, tu as la petite étiquette inclut une promotion commerciale ou ce genre de choses. Donc, mais le suivi monitoring par la jury et par les pratiques éthiques en matière de publicité, j'en vois maintenant, si jamais on a envie de faire une intro sponsor ou ce genre de choses qui n'est pas conforme aux lois éthiques mais qui marche tout autant pour faire de la publicité, et juste une question de bon sens, mais qui n'est ni injurieuse, ni fausse, ou que sais-je, qui respecte vraiment la véracité de la publicité, si on voit que c'est pas conforme à une certaine forme de bienséance publicitaire, on ne doit pas le faire, dans ce cas-ci, ne demandez pas aux influenceurs de faire de la publicité pour leur contenu. Ou alors, si vous allez avoir des influenceurs qui vont avoir un format pour faire de la publicité, comme on voit actuellement dans la télé, c'est-à-dire des publicités sans âme et qui sont extrêmement chiantes et qui, je pense, personnellement, ne me touchent pas spécialement puisque on voit des publicités partout sous le même format. Donc, c'est à mon sens pas efficace. L'objectif déclaré, renforcer la crédibilité du marketing d'influence en Belgique, protéger les consommateurs, clarifier les obligations, promouvoir la transparence, autant pour les créateurs, les marques que les followers. Pour moi, ça, je suis désolé, mais c'est du vent total. C'est du vent. D'après un article sur le site de VRT, ce Influencer Certificate ou kwaliteitslabel est décrit comme une sorte de label de qualité qui permet de distinguer les influenceurs responsables, ce qui montre que VRT se réfère bien à ce nouveau dispositif. Bon, hormis la tournure de phrase qui est directement de la question que j'avais posée à ChatGPT, étant de définir ce que ce fameux label au point de vue de la VRT. Le label de qualité, en fait, ça me fait un peu penser au label de qualité qu'a effectué Nintendo suite à, entre guillemets, la crise de jeux vidéo suite à Atari, ce genre de choses. Sur le fond, je suis, entre guillemets, d'accord pour dire que, je ne veux pas dire pourquoi pas, parce qu'après ce que je vais dire va contrebalancer ce que je vais énoncer. Mais encore une fois, c'est une question de mettre des gommettes vertes et des gommettes rouges, indépendamment de la qualité avec la publicité, avec laquelle la publicité va être faite. Je suis désolé, c'est des entraves à la liberté de communication et à la liberté de création et d'expression. Alors, VRT a mentionné le label dans le cadre d'un reportage, discussion sur la nouvelle certification des influenceurs. Le terme kwaliteitslabel est utilisé dans le contexte de ce Influencer Certificate. L'idée derrière, offrir aux utilisateurs, followers, marques, consommateurs, un moyen simple de repérer les influenceurs qui se conforment aux règles, notamment en matière de publicité claire, transparence et responsabilité. Et c'est ce que je dis. C'est pas parce qu'un influenceur va avoir des codes qui vont pas correspondre au conseil d'éthique ou de justice, de publicité que je sais pas de mes burnes, que ça va d'office le ranger dans une catégorie peu fiable. Et mine de rien, sur l'aspect social du terme, si c'est marqué peu fiable alors qu'il n'y a aucune raison que ça le soit,
ben, ça va avoir un impact sur la publicité en elle-même et sur l'effet que ça va attirer sur pas mal de personnes. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont après se dire « Ah, c'est peu fiable, donc il va falloir que je fasse attention. » Donc peut-être ne pas aller vers le produit ou quoi. Ou alors, voire carrément créer une vague de désabonnements. Alors que l'influenceur en question n'a rien fait. Ben, il a juste implémenté soit un peu de sa personnalité ou ce genre de choses. Et ça, c'est pas bien. Désolé. Ce label est donc perçu comme un outil d'autorégulation du secteur de l'influence marketing, non comme une intervention de l'État pour censurer ou contrôler le contenu. Bon, je peux comprendre d'où peuvent venir ces initiatives. Je comprends que dans le monde où les informations vont de plus en plus vite, on n'a pas vraiment de contrôle sur ce qu'il se passe et ça peut être rassurant de vouloir effectivement trouver des certitudes. Se dire que notre information est viable et que l'on a raison de s'informer sur la source sur laquelle on s'informe. Mais est-ce que c'est vraiment en voulant cadenasser toutes sortes d'informations et en attribuant des certificats en disant « toi t'es un bon média, toi t'es un mauvais média », comme si on attribuait des gommettes rouges et vertes sur les médias, que ça va aller? On touche vraiment le problème de la liberté d'expression. Et à la limite, on pourrait se dire « ok, pourquoi pas, hein ?» Le gouvernement le fait, c'est qu'il doit y avoir une raison et que ça doit être bénéfique pour nous de le faire. Hein? Donc il faudrait avoir une pleine confiance au gouvernement. Sauf que la confiance envers le gouvernement est elle aussi entachée. Ou alors faites en sorte qu'il y ait une transparence totale sur la façon dont les gommettes rouges et vertes sont attribuées justement aux médias ou alors aux créateurs de contenu. Là, on pourrait un peu retrouver ce semblant de confiance. Et s'il vous plaît, faites en sorte de ne pas donner cette impression que vous voulez sélectionner les profils selon votre intérêt. Ne donnez pas cette impression où vous voulez enlever les cow-boys, comme vous dites, et de n'avoir que des profils lisses. Vous savez, que ces profils soient clean, parce que je vais vous le dire honnêtement, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait de la corruption. Enfin bref, il y a trop de problèmes par rapport à la gestion du monde médiatique, avec qui on peut commercer, traiter. En fait, on en oublie un peu quelque chose d'important à mon sens, la liberté d'agir et de vivre au final. Vous savez, je suis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, aime bien faire des vannes. Des vannes soit satiriques, sarcastiques et surtout aussi vachement tirées sur l'humour noir. Mais est-ce que parce que je ne suis pas vraiment dans les codes de conformité, que je ne devrais pas pouvoir bénéficier de faire affaire avec d'autres personnes? Faire affaire avec des grands mots, je parle plus pour les autres que pour moi-même. Voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule par rapport à tout ça. Je trouvais que c'était important d'en parler, mine de rien. Au départ, je voulais faire une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus, vous savez, professionnelle, avec véritablement des points clés, avec des faits, des statistiques. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai été pleinement dans l'émotionnel parce que c'est quelque chose qui m'a saoulé de plus en plus. Donc voilà, au final, j'en ai parlé, mais c'était aussi pour pouvoir me décharger. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose? Ou tout simplement, ça ne vous fait ni chaud ni froid, puisque de toute façon, on va avoir les charrues sur la gueule. Alors, ouais, bref, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, donc... Je tourne cette partie en off parce qu'il y a quelques éléments qui ont été mis à jour et qu'il serait intéressant d'aborder. Tout d'abord, ça ne vous aura pas échappé, mais vous avez forcément vu des titres du style « Emmanuel Macron menace la Chine », etc. En gros, il s'agit d'une menace au sens économique, puisque, en tout cas d'après ce que mon avis de néophyte hermétique au moindre sujet économique a compris, il existe un déséquilibre important entre import-export entre l'UE et la Chine, au profit de cette dernière, et donc qui défavoriserait l'UE. L'une des solutions que Macron ait pu trouver est l'instauration de droits de douane pour un peu faire pression sur la Chine, ce qui, si à terme, et toujours d'après ce que j'ai compris, devrait dire « Ah bah vous ne changez pas? Pas de problème, on va se développer, nous ». Le seul souci, c'est qu'apparemment beaucoup de secteurs européens, comme l'énergie, l'automobile, etc., sont subventionnés et utilisent des composants venant tout droit, et vous l'aurez compris, de la Chine elle-même.
Donc, instaurer des droits de douane reviendrait à risquer une perte de composants et donc affaiblir les moyens de production des nations européennes, ce qui augmenterait le prix, etc. etc. En clair, c'est le caca. La deuxième chose, beaucoup plus à m'apporter, c'est le bannissement du compte TikTok d'Alexis Chen. Vous savez, Une personne franche et sans tact. Même si j'avais trop mangé de frites, même si j'aime trop manger, qu'est-ce que ça change à la personne qui est en face de moi qui est mince? Ah, ça change beaucoup de choses quand même. Oh non, pas ça. Des punchlines légendaires. Le physique compte comme ça, comme un micro. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours la dégaine de leurs idées? Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'entends des sottises pareilles, c'est toujours le même habit? Suite à une phrase, « Moi, j'aime la France, mais je n'aime pas son gouvernement ». Bon, il faut savoir qu'il a déjà eu des soucis vis-à-vis du gouvernement français, notamment lors de son passage à la commission d'enquête sur la protection des mineurs sur TikTok. Oui, la fameuse commission qui s'est avérée être plus un sketch qu'autre chose. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. On sent que dans cette commission d'enquête, à tout moment, ça peut déraper. Ok, des éléphants, ouais. Pourquoi des éléphants? Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux. Passage où il a raccroché à l'appel d'un président d'assemblée. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Faut en avoir du culot. Mais officiellement, la raison évoquée a été une enfreinte aux règles communautaires et une propagation de discours haineux. Bon, après, on en a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, puisqu'il s'est vu réattribuer son compte quelques heures plus tard, suite à des prises de parole sur X, justement. Mais, ajouter à cela tout ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'est quand même assez inquiétant, ce qu'il se trame au niveau de la liberté d'expression quand même. Voilà, je tenais juste à rajouter ces petites brides d'informations. On se revoit bientôt, j'espère. Mes réseaux sont en description comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, la commenter pour le référencement. Ça me soutient énormément. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un sujet un peu plus enthousiasmant et philosophique. Ce sera vachement plus cool que de devoir râler. Prenez soin de vous. Salut.